Tout le monde est déjà connecté et entend la oui, tout bon, je vois Nadine qui dit, «Moi j'entends», tout le monde. Bon, bah, super. Bah, écoutez, bienvenue, je lance le bal avec, cette première re conférence après le discours d'ouverture de Xavier, qui donc va parler, du marketing digital et sa relation en fait à l'e-commerce. Puisque ces 2 sujets sont indissociables et ce sera l'objet de la conférence. Mais c'est toujours important de savoir qui parle, donc je vais quand même faire l'effort, de me présenter. Hop. Alors, qui suis-je? Donc Cindy Dorqueno, j'ai, eu 39 ans, je peux plus dire bientôt maintenant parce qu'ils sont passés. J'ai eu 39 ans, le mois dernier et j'exerce en fait dans le marketing digital pour ma 17e année cette année. Donc oui, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas sur des nouveaux métiers puisque les métiers du marketing digital en tout cas existent déjà depuis, une bonne vingtaine d'années, voire un peu plus pour certains. Et donc, j'ai commencé par hasard dans le marketing digital et depuis, quelles sont mes occupations principales? Bah, je suis notamment fondatrice de 2 sociétés. J'ai notamment une SAS avec le TOAS. Le TOAS, en fait, c'est le TOEIC du marketing digital, puisqu'aujourd'hui, il y a une grosse difficulté, comme vous le savez, à savoir à qui faire confiance en marketing digital, puisque tout le monde se prétend compétent sur un peu tout. Donc là, bah, on a un score officiel, donc voilà, pour permettre de valoriser ses compétences ou au contraire de trier des personnes compétentes ou pas. Et puis j'ai également donc un centre de formation et ça depuis bientôt 10 ans. Je fêterai les 10 ans du centre de formation, NAIAS, cet été et donc c'est un centre spécialisé, je vous laisse deviner, en marketing digital. Voilà. Donc je fais régulièrement des conférences en français, en anglais, pour différents événements et j'ai eu l'occasion, à mes heures perdues aussi, d'être auteure puisque j'ai écrit 3 ouvrages, qui ont été publiés chez Erol en marketing digital, en e-commerce, en stratégie digitale, en transformation digitale que je ne vous recommande pas, bien évidemment, puisqu'ils sont tous trop vieux, puisque publiés avant 2018. Voilà, donc et il y a 4 ans, c'était il y a déjà 1000 vies en marketing digital, donc ils sont complètement obsolètes. Ne le répétez pas à mon éditeur, sinon je me ferai tuer. Donc voilà et puis, à part avoir, commencé il y a très longtemps, j'étais d'abord salariée, puisqu'on parle beaucoup de reconversion, de gens qui veulent se lancer, créer leur entreprise. Donc j'étais quand même salariée pendant 7 ans, donc 7 ans de salariat forcé, avant d'arriver à lancer les entreprises que je viens de vous décrire. Et puis à côté, je me permets aussi d'investir mon temps sur d'autres activités, comme par exemple, le fait d'être mentor en stratégie digitale pour les startups de l'Orange Fab. L'Orange Fab, c'est un accélérateur de startups. Voilà, tout simplement. Et donc toujours en stratégie digitale. J'avance, puisque le but, c'est pas forcément de parler de moi et puis si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser. Et puis, si vous avez, bah, voilà, au contraire, des la curiosité, peut-être qui peut naître de cette mini présentation, vous pouvez toujours aller voir sur LinkedIn, c'est le meilleur, terrain d'enquête pour connaître un petit peu votre interlocuteur. Donc, qu'est-ce qu'on a au sommaire aujourd'hui? Alors, on m'a confié la tâche de vous parler, de la relation entre l'e-commerce et le marketing digital. C'est pas une tâche facile et pour autant, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est impossible de parler de l'un sans l'autre et je vais vous expliquer pourquoi, mais avant tout, ce sera important de définir qu'est-ce que l'e-commerce? Puisque, bah, souvent, on en a une vision un peu réductrice. Donc déjà, on va commencer par voir qu'est-ce que l'e-commerce ensemble. Puis, on va regarder quelles sont les solutions e-commerce aussi qui existent. Parce que c'est important quand on se pose la question de: «Je vais lancer un e-commerce, avec quelle solution puis-je lancer mon e-commerce?» Donc on verra un peu, on fera un mini tour du marché, des solutions en tout cas majeures, en tout cas, qui ont pris des parts de marché importantes aujourd'hui, voilà, sur le territoire. Et puis, on pourra voir le rôle du marketing digital dans tout ça. Pour ça, il faudra quand même le définir parce que là aussi, il y a une vision très réductrice du marketing digital parce que bien souvent, quand on vous parle de marketing digital, bah, en fait, on ne parle souvent que, de réseaux sociaux. Alors, je regarde le chat en direct et je vois des personnes qui me disent: «Je n'entends rien». Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Parce que je voyais Nadine qui disait qu'elle m'entendait. Est-ce que, voilà, les autres m'entendent aussi ou est-ce qu'il y a un petit souci de son? N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Non, le son est OK apparemment, donc bon. Alors est-ce qu'on peut-être que vous n'êtes pas sur le bon lien, je sais pas, je vous laisse vérifier avec, les personnes qui gèrent la technique du salon. J'avance du coup sur le contenu. Si en tout cas tous les autres m'entendent, tant mieux et puis bon, pour ceux qui ont un petit souci, je vous laisse voir peut-être pour peut-être vous faire aider par l'assistance. Voilà. Donc comme je disais, on va, avoir un programme assez chargé. On verra le rapport aussi entre, le développement et le marketing digital et puis on abordera un sujet, voilà, qui est assez important, qui est, bah, tout simplement, quelle est la définition d'un développeur 3.0? En tout cas, un développeur qui aurait toutes les chances,
de répondre aux attentes aujourd'hui des entreprises et qui pourrait être plus que la définition du développeur qu'on a parfois en tête. Alors, on avance. Comme on disait, on a un programme chargé. On commence par qu'est-ce que l'e-commerce? Et pour ce faire, je vous propose déjà quelques chiffres clés puisque, parfois on pense que, l'e-commerce est, tout simplement, uniquement ça se réduit si vous voulez aux produits et pour autant, l'e-commerce, il faut savoir que c'est aussi les services en ligne. Donc en fait, ça représente un énorme marché et un marché qui est toujours et encore en croissance. C'est-à-dire que c'est pas le Covid qui a fait tout exploser. Alors oui, le Covid a accéléré certaines choses, mais il faut savoir qu'au contraire, on a eu une baisse de croissance pendant le Covid. Parce que justement, tous les produits, les produits principaux qui étaient achetés en ligne traditionnellement n'étaient plus achetés. Donc je pense que vous voyez à quoi je fais référence. On parle notamment des voyages. Les voyages, les billets d'avion, on les prend en ligne normalement et c'est pas des petits paniers, hein, moyens, on parle quand même de budgets assez importants et donc avec toute l'industrie du travel, donc les voyages, l'hébergement et cetera, qui étaient à l'arrêt, on a eu une baisse de croissance. Alors, on est toujours en croissance, mais on a une croissance moins importante que les années passées pendant le Covid. Donc oui, on a eu des agriculteurs qui sont mis à faire de l'e-commerce, on a eu comme ça des activités qui, se sont mises à faire de l'e-commerce, mais ça n'est pas ça qui a fait exploser l'e-commerce. Ça, c'est important de le savoir. Donc 1, c'est un marché toujours en croissance. 2, on voit qu'on a une répartition équilibrée entre les produits et services. Regardez les statistiques, qui datent à peine de l'an dernier, de 2021, parce que les statistiques, en fait, de l'e-commerce sont publiées par la FEVAD, qui est la source officielle, qui est la Fédération de la vente à distance et à chaque fois, c'est publié à l'été pour l'année précédente. Donc c'est pour ça qu'en juillet 2022, on a eu les statistiques de 2021 et donc on a déjà un post-Covid, si vous voulez. Et donc on voit qu'en fait, on a, 66,7, en termes de répartition par rapport à 62,3. Donc clairement, produits-services, on est quasiment à égalité. Ensuite, on revoit aussi qu'on a, tout simplement, une activité qui est mobile first. C'est ce qu'on supposait tous, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous, en tout cas sur vos mobiles en termes d'utilisation. Sauf que quand il s'agit d'acheter, vous attendez de rentrer chez vous pour payer, en fait. C'est souvent ce qui se passe. Je pense qu'on a tous ce comportement-là. Donc attention, oui, il faut absolument être optimisé pour le mobile en termes, d'ergonomie, donc de facilité de parcours utilisateur, mais en même temps, quand il s'agit d'acheter, on va sur desktop, donc sur ordinateur. Donc n'oublions pas, vraiment, l'aspect, cross device. Alors un device, c'est un outil comme le téléphone, l'ordinateur, la tablette. Donc cross device, ça veut dire avoir une expérience vraiment, qui soit indépendante en fait de l'outil qu'on utilise pour l'utilisateur, pour qu'il puisse passer de l'un à l'autre puisque là, j'ai pas mis toutes les statistiques de l'e-commerce, mais bien souvent, on est multi-écran. Je ne vous apprends rien, c'est aussi vos habitudes puisque vous êtes dans les stats. Donc, alors je vois des petits messages, qui disent: «Veuillez couper le micro s'il vous plaît». Donc s'il vous plaît, en effet, tous, merci de couper votre micro si ça peut, parfois gêner, l'entente du son, de la conf. N'hésitez pas à le couper tous par réflexe. Ça améliorera, voilà, tout ce qui est, parasitage, voilà, de la en termes de son. Du coup, je continue. On a un panier moyen enfin reparti à la hausse parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, on avait un panier moyen qui était en baisse. C'était peut-être le seul indicateur clé de l'e-commerce qui était en baisse. Alors c'est quoi le panier moyen? C'est combien vous dépensez en moyenne par achat. C'est pas très grave puisqu'on avait en fait aussi un nombre de transactions qui avait explosé, qui continue d'exploser chaque année. Donc la baisse du panier moyen n'a jamais été une inquiétude auprès des e-commerçants puisque ce n'est qu'une moyenne de l'ensemble de ce qui a été acheté. Et par définition, avant, on n'achetait que des choses chères en ligne, et maintenant, on achète même un stylo, on achète des choses à 5-6 euros. Donc forcément, on a une baisse du panier moyen mécanique, puisqu'on a une démocratisation de l'achat sur tous les produits. Mais donc, exceptionnellement, pour la première année, il faut le noter, depuis 2021, on a en fait une croissance, on a à nouveau un panier moyen qui repart en hausse. Voilà. Alors, et rapidement, bon, je commente les statistiques, mais vous pourrez aller les voir si vous voulez sur la FEVAD et elles sont sur la présentation qui sera rendue disponible, j'imagine. On est à donc aujourd'hui un marché qui représente 129,1 milliards d'euros. Donc vous voyez la belle croissance au fur et à mesure des années et le ralentissement, aux alentours du Covid puisqu'on a eu, une baisse. On était à 14-13. On est passé donc à 11 puis 8. Donc vraiment ça a fait du mal, le Covid et puis on est repassé à 15 post-Covid en 2021. Voilà. Bon, j'avance. Donc l'e-commerce par définition, si je résume, c'est le fait de simplement sortir sa carte bleue sur un site pour payer, quel que soit ce que vous payez.
une assurance, un service, un produit, on est dans le e-commerce. Ça n'est pas simplement l'achat de produits en ligne. Voilà. Donc, quelle solution on peut utiliser pour lancer un e-commerce? Ça peut s'adresser peut-être aux entreprises aujourd'hui ou aux entrepreneurs en herbe qui veulent peut-être faire du dropshipping, par exemple, parce que c'est un peu la mode dans l'entrepreneuriat. Quelle solution on peut envisager si on veut lancer un e-commerce? Aujourd'hui, il y a un marché qui est assez éclaté en e-commerce. C'est pas comme pour les sites vitrines où généralement les solutions, voilà, on a WordPress qui trône, devant bien tous ses loin devant de ses concurrents. Là, sur l'e-commerce, on a eu un petit changement de classement, puisque pendant longtemps, on avait quand même PrestaShop qui était premier. Mais là, Shopify est en tête. Si vous regardez un peu les statistiques, alors, ça vient de la Fabrique du net, mais concrètement, on voit que, Shopify, a une courte tête, on va dire, avec, 19 et les brouettes versus 15 pour PrestaShop. Alors, c'est quoi la différence rapidement entre les 2? Je ne sais pas si tout le monde connaît, vous pouvez témoigner aussi dans le chat, hein. Est-ce que les gens connaissent Shopify, PrestaShop? Il y en a qui l'ont déjà utilisé, qui l'utilisent à titre personnel? Ou, pour vous, ce sont des nouveaux termes? Je vois des gens qui sont en train d'écrire. Oui, on connaît. OK, super. Donc, la différence principale, en tout cas pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, alors ce sont les solutions qui permettent un peu de créer un site, mais de manière un peu comme un préfabriqué. Au lieu de faire toute le montage d'une maison, on prend un préfabriqué, on le colle et voilà, on a la maison. C'est un peu ça. Même si concrètement, il y a quand même pas mal, de plugins, de choses à mettre en œuvre pour que ça puisse vraiment être fonctionnel, hein. C'est pas s'appuyer sur un bouton, ma boutique est là. Bon, même si sur Shopify, c'est un peu plus vrai que sur PrestaShop, il y a quand même voilà, des choses à prévoir et notamment parfois qui peuvent être sensibles d'un point de vue, sécurité. Donc après, c'est super s'il y en a qui connaissent en effet ces solutions, mais je me mets à la place de certaines personnes qui sont peut-être, voilà, novices sur ces sujets-là. Je fais au moins l'effort de l'expliquer au cas où. Donc ce sont un peu des solutions qui mâchent la création d'un site pour gagner du temps et de l'argent. Donc Shopify est pour le coup, un SaaS. Alors qu'est-ce que c'est qu'un SaaS? SaaS, ça s'écrit S-A-A-S. Concrètement, c'est Software as a Service. C'est une solution payante. Donc il y a quand même une somme. Alors c'est modique la somme mensuelle, on parle de quoi? 25-30 € par mois, mais on a quand même un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être prélevé en fait par, la plateforme pour l'utiliser. Et c'est vrai que je rebondis, sur, voilà, je vois Web Plus M qui dit qu'en effet, c'est plus simple à utiliser. C'est vrai, mais c'est payant. Donc c'est peut-être la contrepartie justement d'un SaaS. On est plus vite en ligne, mais on a ce paiement et surtout les commissions qui sont prises sur les ventes. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que le SaaS est encore plus enfermant en termes d'optimisation, notamment pour le référencement naturel. En tout cas, tout ce qui est SaaS, généralement, c'est un peu plus complexe d'accès. C'est pas une généralité toujours vraie, mais c'est quand même assez souvent le cas. Après, PrestaShop, c'est une solution open source, et donc PrestaShop, est gratuit. Alors attention, il faut le dire vite, hein, c'est gratuit de base, mais après vous avez forcément des plugins tôt ou tard qu'il faudra mettre qui seront payants. Donc l'un dans l'autre, il y a quand même un budget à prévoir. Et donc pour Idriss qui, me demande pourquoi je n'ai pas mentionné WordPress. WordPress arrive juste après puisqu'il est sur les slides. WordPress, pour le coup, a racheté il y a quelques années WooCommerce et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, WordPress n'est pas nativement, initialement, une solution d'e-commerce. À la base, c'était une solution plutôt de site vitrine, ou si on remonte à l'origine, c'était même une solution de blogging, qui ensuite est passée en site vitrine, vraiment, qui est devenu l'outil que tout le monde a adopté pour tout ce qui était site vitrine. Quand on parle de site vitrine, on parle de site non marchand, de site de présentation. Et on a donc ensuite, pour le coup, on pouvait déjà avec le plugin WooCommerce ajouter une partie e-commerce pour rendre le site WordPress donc e-commerce. Donc WordPress aussi est une solution, en effet, mais qui en tout cas n'était pas nativement prévue pour faire de l'e-commerce. Et puis il y a la question qui peut se poser, pourquoi, faire du from scratch? Dès qu'on a un projet où on veut une entière liberté, où on veut pouvoir, faire de la customisation à souhait, dans ces cas-là, on peut envisager le from scratch. Mais attention, généralement, c'est préférable, notamment pour les entrepreneurs ou les entreprises, quand on a un développeur en interne ou quand on a un développeur dans les fondateurs. Parce que partir sur du from scratch, quand on n'est pas autonome techniquement, c'est une vraie dépendance. Donc c'est un risque. Parfois, c'est nécessaire selon les projets. Il faudra trouver la bonne personne, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, ça reste, un gros risque, qui est parfois plus justifié sur des projets vraiment très, particuliers, plutôt que sur des projets très standards. Quand on a un projet très standard en e-commerce, c'est pas forcément la meilleure option. Donc voilà. Et puis on sera forcément sur des coûts qui seront plus importants. Je passe à la suite.
Donc le rôle du marketing digital dans tout ça, on peut se poser la question puisque souvent, on a une définition du marketing digital, je le disais, qui est assez réductrice. Alors, ce que je vous propose pour définir le marketing digital, c'est un parcours utilisateur, classique. On va acheter un ordinateur ensemble, l'ordinateur portable et on va essayer de voir un peu, quelles étapes vous parcourez et à quel moment justement vous êtes en contact avec le marketing digital. Donc là, hop, premier réflexe, souvent je vais sur Google pour chercher mon ordinateur et ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par être exposée notamment à du référencement payant. Donc là, vous voyez, j'ai les annonces. On voit bien, ici qu'on a une petite partie écrit annonces. Donc là, vous êtes tous au courant, du référencement payant. C'est ce qu'on appelle le search engine advertising. Alors juste petite parenthèse, c'est un métier à part entière, c'est un choix de carrière. Pour vraiment être compétent sur le sujet, il faut passer 6 mois de stage en agence, dans une agence spécialisée, avec des experts en référencement payant seniors. Sinon, généralement, vous ne serez pas compétent. Donc c'est un vrai choix de carrière, voilà. Donc on est sur un des métiers. On a également potentiellement, le comparateur de Google, Google Shopping. Alors là, on n'est pas sur un métier, parce qu'il y a pas des gens qui font que du comparateur Google Shopping. On est souvent sur une compétence qui va aller, en tout cas, avec le référencement payant, puisqu'on est sur les mêmes outils, le même outil plus exactement, qui est Google Ads. Donc, les comparateurs de Google, c'est aussi une autre compétence qui peut faire partie d'un poste et donc ça fait aussi partie du marketing digital. Donc c'est les petites vignettes que vous voyez à droite qui sont encadrées en violet. Et puis, on va également avoir bien sûr du référencement naturel, ce qu'on appelle le Search Engine Optimization. Donc, le référencement dans Google, naturel, organique. Il y a plein de synonymes dans nos métiers, hein, mais en gros, c'est comment se classer dans Google le plus haut possible gratuitement. Alors là encore, il faut le dire vite. Gratuitement, sachant que l'un des meilleurs salaires quand même dans nos métiers, c'est celui du référenceur naturel, il ne faut pas oublier que là aussi, on est sur une expertise. Donc c'est important, de faire attention, si vous êtes une entreprise, à choisir la bonne personne sur ce sujet-là et voilà, si vous souhaitez en tout cas envisager, un métier qui soit proche. Alors c'est peut-être le métier de notre famille qui est le plus proche, on va dire, du développement web, parce qu'on est plus dans le code, mais on n'est pas sur du développement pour autant, mais c'est vrai que ce sont les profils les plus techniques de notre famille en tout cas, le métier du marketing digital. Parce que je ne l'ai pas précisé, même si on est encore en train de découvrir, qu'est-ce que le marketing digital. Le marketing digital, c'est une famille de 30 métiers. Donc, il y a beaucoup de métiers dans notre famille. Je ne vais pas tous les faire aujourd'hui. Là, on est vraiment sur déjà qu'est-ce que le marketing digital. Donc, on a déjà vu 3 types de leviers du marketing digital. Il y en a un quatrième qui est le contenu, qu'on appelle aussi le content marketing, le copywriting, la rédaction web. Et encore, je ne suis pas forcément à l'aise avec le synonyme content marketing égale copywriting ou rédaction web, puisque le content marketing, c'est même plus large que le copywriting ou la rédaction web, puisque c'est le contenu au sens large. Quand on pense contenu, on pense article. Donc là, vous voyez mon PC, mon ordinateur, en tout cas, parce que je n'ai pas encore choisi entre PC et Mac. Pour le coup, je vais aller dans Google pour peut-être voir des comparatifs ou voir quels étaient les meilleurs ordinateurs qui sont sortis en 2022 ou qui vont sortir en 2023. Donc, première étape, mais je peux aussi avoir du contenu vidéo. C'est aussi un autre format du contenu. Donc tout ce qui est création de contenu vidéo rentre dans le content marketing. Puis on peut aussi avoir, tout simplement des infographies. Donc une infographie, ça rentre aussi dans le content marketing, la stratégie de contenu. Et puis, hop, on peut aussi avoir, alors là, désolée, hein, j'en ai marre de voir des ordinateurs, mais on peut aussi avoir le contenu image, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on va aussi devoir créer beaucoup d'images, de belles images ou des créas à destination justement, des réseaux sociaux pour alimenter. Donc la création d'images rentre aussi dans le content marketing. Puis on va aussi, alors j'ai quand même mis un ordinateur pour la forme, hein, on va aussi avoir, du podcast. Donc là, le podcast, c'est pour illustrer justement le format audio, puisque le format audio, le content audio et la publicité audio, ça rentre aussi dans le marketing digital. Et donc là, le dernier pour la route, alors ça, c'est un guide, si vous voulez le voir, vous pourrez le voir sur le site de Naias. Pour ceux qui, en tout cas, envisagent éventuellement une autre voie que le développement web, mais toujours dans le numérique, vous avez également donc le marketing digital avec son guide de la reconversion marketing digital. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un livre blanc. Un livre blanc, c'est quelques pages, alors ça peut être de, je sais pas, 5 pages jusqu'à 50 pages, et ça permet de se positionner avec un contenu qui est utile pour l'utilisateur comme, le sachant, l'expert du sujet. Et donc ça va créer de la confiance déjà au niveau de l'utilisateur en termes de la relation à l'entreprise, à l'enseigne ou à la marque, mais ça va aussi créer ce qu'on appelle du contenu à haute valeur ajoutée. Et donc, dans le jargon marketing digital, on va parler de link baiting.
Le link baiting, attention, désolé pour ceux qui sont un peu moins digitaux, désolé. Le link baiting, en gros, si je traduis, c'est comment appâter des liens. Parce qu'en fait, avoir des liens qui pointent vers les pages de mon site, ça permet de mieux me classer dans Google. Donc le link baiting est important. Donc créer du contenu à valeur ajoutée est important. Et le livre blanc, ça sert à 2 choses. Ça sert à la fois à justement avoir des liens qui pointent vers les pages de votre site, donc pour le référencement naturel, mais ça va aussi servir, bien sûr, puisqu'on va demander aux gens tout simplement de remplir un formulaire pour pouvoir le télécharger, d'en baser, donc d'avoir plus d'adresses mail dans la base de données pour éventuellement les recontacter, voire même contacter des prospects pour les transformer en clients. Donc, vous voyez tout le contenu, il y a vraiment beaucoup de formes qui existent dans le contenu et bien plus que le simple article web. Alors, je vois une question d'Idriss, c'est quoi une infographie? C'est ce qu'on voit au milieu de l'écran, vous voyez en bleu. C'est-à-dire qu'on a en fait un ensemble de chiffres imagés qui permettent en fait tout simplement d'illustrer statistiquement ou alors avec une méthodologie. Si vous tapez infographie dans Google, vous en verrez plein sur plein de sujets et ça permet d'avoir de l'information visuellement mise en valeur, on va dire. Et c'est aussi un élément qui va souvent générer beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, beaucoup de liens entrant vers les pages de votre site. Et donc, c'est aussi une forme de contenu à valeur ajoutée. Voilà. Parce que c'est beaucoup repartagé. J'espère avoir répondu à votre question, Idriss. Hop. Alors, on a cherché des informations sur nos ordinateurs, on a comparé un petit peu quel type d'ordinateur pouvait exister, parce que souvent, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, on finit souvent par aller sur des contenus pour essayer de se renseigner. Vous savez, on va sur les numériques, on va sur plein de sites comme ça dédiés à la comparaison, aux tests. Et puis, souvent, quand on va sur les sites pour se renseigner, on va aussi être exposé à de la publicité sous forme de bannières publicitaires ou de vidéos publicitaires. Donc ça aussi, ça rentre dans le marketing digital. C'est ce qu'on appelle le display. Et pour vous dire, il y a plusieurs types de display. Là, j'ai fait la version simple en vous disant bannière vidéo, mais en gros, il y a aussi, vous savez, les vacances au Mexique qui vous poursuivent partout une fois que vous avez été sur le site des vacances au Mexique. C'est ce qu'on appelle le retargeting. Donc ça, c'est une forme de display, mais il y a aussi le native advertising, il y a aussi le RTB, le real-time bidding. Bon, j'arrête tout mon jargon de marketing digital, mais c'est un univers à part entière. Aujourd'hui, en temps réel, en fonction des informations qu'on a sur vous, quand vous ouvrez une page, c'est pas forcément un bout de code qui affiche une pub. Parfois, il y a eu une mise aux enchères en fait entre plusieurs publicitaires, plusieurs marques qui se sont un peu battues, on va dire, avec des enchères pour apparaître en temps réel en fonction chacune de ce qu'elles avaient comme information sur vous. Elles ont mis une enchère. Donc, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais en gros, c'est un univers à part entière, le display avec ses acteurs, son jargon. Voilà. Donc, il y a des gens qui travaillent dans l'achat média et qui vont travailler dans le display. Et donc vous, en tant qu'utilisateur, vous allez être exposé à des bannières, à des vidéos, tout comme vos prospects vont l'être. Et donc c'est un moyen, c'est un levier du marketing digital. Hop. Ensuite, je continue. Alors, je regardais YouTube aussi, bien évidemment, tout ce qui est contenu vidéo, publicité vidéo. Vous savez, les fameuses pubs qui vous embêtent avant, pendant, après vos contenus vidéo sur YouTube. C'est aussi du marketing digital. Et aussi, celle qu'on ne peut pas passer, c'est aussi un format spécifique aussi des vidéos publicitaires en marketing digital notamment, qui fonctionne aussi sur YouTube, ok, mais via toujours la plateforme Google Ads. Vous savez, la plateforme sur laquelle on gère, on a dit Google Shopping, mais également le référencement payant, on y gère aussi les publicités display qui apparaissent sur YouTube. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va aussi avoir de l'emailing. Donc, l'emailing, ça peut être sous 2 formes. Vous pouvez tout simplement recevoir un mail. Vous êtes prospect, on ne vous connaît pas, on vous propose une offre pour que vous veniez découvrir la marque, pour votre première commande, par exemple. Ça, c'est du marketing digital. Mais la newsletter que vous recevez aussi de vos marques préférées ou des marques dont vous vous rappelez pas avoir, auxquelles vous ne vous rappelez pas avoir souscrit, tout ça, c'est aussi du marketing digital, c'est la fidélisation. Donc, c'est de l'emailing, email marketing. Il y a des gens qui font que ça dans notre famille, parfois. Et puis, ça peut être une sous-partie d'un poste. Donc voilà. Et puis, on peut aussi, bien évidemment, aborder le dernier sujet que tout le monde a en tête quand on pense au marketing digital, mais qui ne représente que quoi, 5-7% de ce qu'on fait. C'est une toute petite partie du marketing digital, mais c'est celle qui est la plus connue, puisque la plus présente dans votre quotidien. Donc les réseaux sociaux, la présence sur les divers réseaux sociaux qui ont envahi nos vies ces derniers temps. Bon, j'en passe, vous les connaissez tous, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et d'autres. Et donc, la présence sur les réseaux est bien sûr essentielle pour être visible et toucher aussi ses audiences. Même si, attention, dans tout ça, il faudra bien tout trier, puisque certains leviers, certains types de publicité ou d'actions marketing digital ont, si vous voulez, des résultats différents. Certains outils vont servir à se faire connaître, d'autres à vendre, vous voyez.
d'autres à aller chercher ceux qui sont allés sur le site et qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et donc, c'est là où on rentre dans la stratégie digitale. J'arrête avec, ma famille de métier. C'est pas forcément l'objet du salon, mais c'était important, voilà, de clarifier qu'est-ce que le marketing digital? Et maintenant je pose la question: qu'est-ce qui se passe sans marketing digital? Bah, comme je le disais à l'instant, on ne découvre pas votre site. Donc si on ne découvre pas votre site, il y a pas de trafic sur le site. S'il y a pas de trafic sur le site, il y a pas de conversion, donc il y a pas d'achat en ligne ou il y a pas d'inscription pour que vous rappeliez vos prospects pour les convertir en clients et donc il y a pas de vente. Donc bon, sans le marketing digital, bah, c'est comme comme ouvrir une boutique dans un champ, hein. C'est pareil, vous n'aurez pas de clients. Donc si vous voulez, c'est un peu les 2 pièces du 2 faces d'une pièce. Il faut certes tout ce qui est développement, tout ce qui est UX, mais après il faut penser aussi à comment je vais toucher mes clients et c'est là où on va justement, bah, tout simplement parler de marketing digital, du moins tout simplement. Je pense que vous avez vu avec le vocabulaire ça peut très vite se compliquer et encore j'ai essayé de rester très, on va dire, très sobre dans les sujets, mais voilà un petit peu, tout ce qui peut rentrer dans notre famille de métiers. Donc, maintenant on peut se poser la question, quelle est la relation entre le développement web et le marketing digital? J'ai voulu d'abord peut-être reprendre les étapes d'un projet. C'est important et peut-être alors c'est un peu caricaturé, hein, mais non caricaturisé, mais en fait c'est, hop, important d'avoir ça en tête. Souvent, on va avoir les gens du marketing parce que je précise, hein, en marketing digital, on fait pas de marketing. Du moins, il y a des postes des fois qui fusionnent les 2, mais dans les faits, ça n'est pas la même famille de métiers, en fait. Ce sont 2 familles de métiers différentes, hein. La plupart des gens, chez nous qui viennent se former au marketing digital sont des gens du marketing et de la com traditionnelle, hein, et qui sont tout à fait débutants. Donc souvent, si vous voulez, le marketing, si on doit simplifier, sont souvent eux qui vont lancer des nouveaux produits, des nouvelles gammes, des nouvelles marques, vous voyez? Ils sont à l'initiative, en fait, des concepts, souvent. Et donc une fois qu'ils ont fini leur travail de conception, de gamme de produits, d'image de marque et cetera, tous les éléments, si vous voulez, à respecter, le positionnement, le prix et cetera, va intervenir le marketing digital, pour justement aller chercher les clients. Et j'ai mis un peu ensemble marketing digital et gestion de projet parce que c'est très souvent lié. On a souvent une même personne, en fait, pour les 2 tâches. C'est-à-dire que souvent les marketeurs digitaux sont aussi des chefs de projet. C'est-à-dire qu'ils ont en charge l'acquisition de trafic et la conversion du trafic pour générer donc de la clientèle et du chiffre d'affaires, mais ils ont également en charge en amont, si par exemple il y a une création de site ou une refonte de site à faire, bah, tout simplement la partie cahier des charges et pilotage du projet. Et puis on va avoir aussi donc l'UX designer qui lui va construire le parcours client pour optimiser. C'est-à-dire qu'on lui a donné un cahier des charges, on vise tel persona, donc telle cible, en gros, et derrière, il faut faire un parcours utilisateur qui soit, optimisé, priorisé, efficace. En gros, est-ce que c'est fluide sur le site ou est-ce que vous passez 15 ans à chercher, comme dans un jeu vidéo pour trouver la sortie? C'est c'est important. Donc et puis on a le développeur qui lui va penser souvent le projet d'un point de vue technique et construire le projet. Et donc on est vraiment sur, si vous voulez, 4, j'ai envie de dire familles de métiers différentes. Parce que je ne vous apprends rien, la plupart peut-être d'entre vous qui participent, en fait à ce salon sont peut-être des développeurs ou des gens qui veulent aller vers le développement web. Vous savez que c'est une famille de métiers avec plein, de postes différents dans le développement web ou de spécialités. Mais je m'aventurerai pas dans ce sujet qui n'est pas le mien et je sais qu'il y aura, des interlocuteurs, pour en parler encore mieux que moi. Donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Maintenant, si je vais sur les besoins du marketing digital, en gros, si demain vous êtes développeur, pourquoi on va vous embêter? Si je traduis, hein. Donc généralement, on va vous embêter parce que si on est sur un site internet, il y a 99,9 de chances qu'on ait besoin qu'il soit bien référencé dans Google. Rares sont les sites qui ont pas ce besoin-là. Les seuls sites sur lesquels on n'a pas ce besoin-là, c'est un site dédié en interne et dans ces cas-là, il y a un login mot de passe et on ne souhaite pas que Google le mette dans ses résultats. Mais généralement, le but, c'est on crée un site pour avoir une vitrine, pour se faire remarquer, pour se faire connaître de nos prospects et se rappeler ou bon souvenir de nos clients. Donc, si c'est l'objectif, il faudrait être bien classé dans Google. Donc forcément, on va systématiquement, à chaque étape du développement d'un projet, vous embêter pour qu'il soit optimisé pour le référencement naturel. Puisque le référencement naturel, je le rappelle, s'appuie sur 3 piliers. La technique, donc là, bah, c'est directement lié avec le développement web. Deuxième point, ça va être, le contenu, donc tout ce qui va être, sémantique, contenu. Et puis le troisième pilier, ça va être le netlinking, c'est-à-dire la relation aux autres sites.
Et bon, sur les 2 points encore, on est à peu près, autonome au niveau du marketing digital. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des balises à mettre en ligne dans le code HTML. On a des éléments à optimiser, à remplir et c'est surtout dans la partie technique, il y a des points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant parce que vos choix techniques, vont impacter potentiellement l'expérience utilisateur, mais également la perception de Google pour le référencement naturel. Quand je dis vos choix techniques, je parle des développeurs. Donc forcément, on est obligé souvent de travailler en collaboration, sur ces projets-là. Puisque à l'heure actuelle, malheureusement, les développeurs ne sont pas formés au référencement naturel. Alors, je m'arrête 5 secondes pour répondre à la question de Westindev. Alors j'ai pas les prénoms, désolée. Dans quel ordre doit intervenir le marketing lors de la création d'un produit ou d'une solution digitale? Avant, pendant, après? Alors, je permets de préciser la question. On parle bien de marketing ou de marketing digital? Si on parle de marketing, ce sont les premiers à intervenir généralement, puisque c'est eux qui vont souvent avoir le concept, si on parle dans une entreprise, dans une structure. C'est eux qui vont définir le concept, les cibles, le produit. Vous savez, les 4 P, en gros, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Je vais prendre un cas concret. Quand, un jour j'ai accompagné une start-up de l'Orange Fab, il y a plusieurs mentors, il y a une équipe de mentors en fait. Il y a des mentors en marketing traditionnel, en finance, en RH, en marketing digital, il y a un peu toutes les casquettes. Et en fait, je parlais avec la start-up et au bout d'un moment, elle me dit: «Ah, on est en train de travailler avec un autre mentor sur, le marketing, on est en train de revoir l'offre, en gros on repense un peu le business». Je lui dis: «Ouh là, moi je lève les mains, dans ces cas-là, vous me rappelez quand vous avez fini». Parce qu'en fait, quand le marketing n'est pas ficelé, quand c'est pas défini du tout dans la tête d'un entrepreneur, on passe notre temps à leur poser des questions en marketing digital, parce qu'on dépend de ce qui doit être défini en marketing pour, en fait, planifier, agir, enfin, tout dépend de ça. Si c'est pas ficelé, soit on va le faire nous-mêmes, parce que des fois on a la capacité de le faire si on a la double casquette, soit on va attendre que le marketing ait fini son travail. On va demander à l'entrepreneur de clarifier ses objectifs et son positionnement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je leur ai dit, c'est: «Je lève les mains, appelez-moi quand vous avez fini». Parce que sinon, si demain le marketing change les éléments, moi je dois encore rechanger tout mon travail au niveau du marketing digital et toutes mes recommandations. Donc c'est vraiment dans l'ordre, d'abord le marketing et ensuite le marketing digital. Et le marketing digital dans un projet web, bah, ça va intervenir un peu tout le temps. Parce que oui, on va intervenir sur la partie un peu technique en disant attention au référencement naturel. Ça va être aussi attention, créez-moi des pages de landing page dédiées, vous savez, pour améliorer la conversion. Parce que, alors qu'est-ce qu'une landing page? Je précise, si je traduis page d'atterrissage, rien de très compliqué, mais concrètement, quand vous pensez une publicité, il faut forcément qu'il y ait une page de destination. On dit voilà la pub, quand les gens cliquent, sur quelle page ils tombent. Cette page-là, c'est pas censé être une page du site au hasard, c'est une page qui est construite pour la pub et qui va enfermer un peu l'utilisateur avec moins d'informations, avec vraiment un formulaire à remplir, ou alors une sélection de produits adaptés si c'est de l'e-commerce, mais on sera au plus optimisé dans le tunnel de conversion. Alors, tunnel de conversion, c'est ce qui amène vers la caisse, hein, si je traduis, ou en tout cas vers l'objectif attendu, que ce soit le fait de remplir un formulaire, c'est-à-dire obtenir un lead pour avoir un prospect qualifié, ou alors le fait, tout simplement, voilà, d'acheter en ligne. Donc ça, c'est voilà, ce qui peut mener au bout du tunnel de conversion. Et donc du coup, la landing page va favoriser la conversion puisqu'elle est optimisée pour, contrairement à une page du site où il y aura tous les éléments qui peuvent distraire en fait un internaute ou un prospect. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Westindev, c'est-à-dire que, bah, concrètement, on intervient un peu tout le temps, une fois que du moins pendant le site et voilà. Mais en tout cas, après le marketing, ça c'est sûr et certain. Ça, on ne peut pas intervenir avant le marketing, puisqu'on part justement de leur travail pour avancer. Ou alors on le fait avec eux, mais en tout cas, on peut pas, ce sont des 2 éléments différents. Ensuite, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, deuxième point, on va vous embêter parce que, vous embêter, alors quand je dis vous, c'est les fonctions hors marketing digital, on va vous embêter par rapport au parcours utilisateur. Parce qu'il faut faire plaisir au prospect. Si le prospect, il n'arrive pas à naviguer facilement sur le site, il va en avoir marre. Donc il va partir, il va fermer la po c'est pas comme vous savez, comme à Carrefour, une fois qu'on a le caddie, on va pas laisser le caddie et je m'en vais. Rares sont les gens qui font ça. En e-commerce, le caddie, on le laisse, on s'en fout, on est parti depuis longtemps et voilà. Donc et on revient pas souvent. Donc c'est important d'avoir un parcours utilisateur qui soit optimisé pour que la navigation soit fluide, facile, tout soit évident, qu'on soit pas en train de chercher, ça marche pas, on s'inquiète, on n'ose pas payer parce qu'on se dit: «Oh le site a pas l'air très sécure parce que ça marche pas bien». Vous voyez? C'est très important d'avoir la confiance de l'utilisateur et surtout la patience qu'il faut ménager de l'utilisateur. Donc, si je dois résumer, pour moi, l'UX, c'est ça. L'UX, c'est user experience, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est l'expérience utilisateur, si on traduit en français. Donc et pourquoi le marketing digital vous embêterait avec l'expérience utilisateur?
Parce que c'est pas que du design, c'est pas que beau, c'est pas que OK, ça doit marcher, mais pourquoi on vous embête avec ça? Parce que généralement, si le site est mal construit, derrière, il faudra dépenser beaucoup plus cher pour obtenir le même résultat. Et nous, en fait, sur quoi on nous évalue? Qu'on soit consultant ou qu'on soit en poste, on nous évalue sur la rentabilité de nos campagnes. Mais si le site est mal fait, il y aura forcément un taux de conversion, donc un pourcentage de personnes qui atteindront l'objectif qui sera plus bas. Et s'il est plus bas, bah derrière, voilà, nous, on gagne moins d'argent. Et donc, si on gagne moins d'argent dans nos reporting, on va se faire taper sur les doigts. Donc, la première chose qu'on fait généralement au marketing digital quand on arrive dans une entreprise en place qui a un site internet, c'est déjà de commencer par voir si il est optimisé pour la conversion. Et s'il ne l'est pas, bah dans ces cas-là, on demande une reconversion, une reconversion, lapsus, on demande une refonte pour que le site soit optimisé, pour enfin pouvoir y emmener du trafic. Et si on pense vraiment côté entreprise, patron, ou même pour votre propre entreprise, pourquoi dépenser 2 € pour obtenir le même résultat avec 1 €? Autant améliorer votre site et ne dépenser qu'1 € pour avoir vos clients. C'est ça l'idée en gros. Alors je dis pas que ça coûte 1 €, attention, hein, ça dépend de chaque activité. Mais c'était une image pour dire qu'en gros, une mauvaise UX égale, un mauvais parcours utilisateur égale beaucoup plus de dépenses pour un résultat, voilà, moins efficace et donc moins d'argent pour le site. Que ce soit pour de l'e-commerce ou même pour un site vitrine, c'est la même chose, on aura moins d'argent. Mais sur l'e-commerce, ça se verra de manière plus flagrante. OK, donc ensuite, pourquoi, on va vous embêter? Pour automatiser, parce que tout ce qui peut être, encore plus fluide, pensé pour, relancer automatiquement, bah, forcément ça va ramener aussi, plus de chiffre d'affaires. Parce que l'objectif du marketing digital, c'est à la fois de générer de la conversion, donc en gros pour un e-commerce de générer des ventes, mais il faut penser aussi à alors il y a 2 stades, hein. Il y a le CRM, ce qu'on appelle le CRM et le PRM. Le CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc en gros, vous êtes déjà client et je trouve des moyens pertinents de vous contacter régulièrement, au bon moment, par anticipation d'un achat peut-être ou d'un besoin, pour vous proposer mes produits ou services. Mais ça peut être aussi du PRM, Prospect Relationship Management. Ça, c'est parfois un peu moins connu. Et donc le travail, ça va être justement de mettre en place en fait des actions automatisées, c'est-à-dire par exemple, à X jours, de telle action, ou si la personne a ouvert, ou si la personne a fait ça, ou si elle a créé un compte, ou si elle ne s'est pas connectée depuis X temps sur son site, sur son espace client. Il y a plein de conditions qu'on peut créer, des scénarios en fait, qui vont permettre de déclencher l'envoi de mails ou d'actions marketing digital. C'est pas forcément le canal mail n'est pas le seul canal. Mais en tout cas, il y a plein d'outils, de canaux pardon, qu'on peut utiliser pour entrer en contact avec un prospect ou alors avec un client pour, bah, le faire revenir, excusez-moi d'être un peu trivial, mais vers la caisse. Parce que concrètement, en e-commerce, ça reste l'objectif. Donc, concrètement, il y a pas mal d'outils qui existent pour ça, mais parfois, il y a aussi une part des éléments qui doivent être développés, en fait, pour que ça soit déjà pensé et voilà, c'est avec tout ce qui est mail transactionnel, en tout cas, qu'il faut automatiser. Dès qu'une action est produite, on génère, derrière, une conséquence avec un parcours, avec des hypothèses, voilà. Je ne vais pas rentrer dans un cours de marketing automation, mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut améliorer et donc ça permet, en tout cas en automatisant et en améliorant, d'améliorer le CRO. Alors je sais pas, je fais un petit peu l'interro, du moment pour voir si tout le monde s'est endormi. Quelqu'un sait ce que c'est que le CRO sans aller chercher sur Google? Je fais un petit test, hein, pour voir si tout le monde est toujours là. Je sais pas, non? Wassindev me dit: «Non, je ne connais pas le CRO». Idriss, je sais pas si vous connaissez le CRO? Non plus? Alors non, c'est pas une tâche Chrome, non. Là, je sens le développeur qui parle. Ah, je vois Audrey qui me dit: «Oui», mais Audrey, elle triche, hein, je la connais, étant du marketing digital, elle est obligée de connaître. Donc, en fait, CRO, alors c'est alors pas mal, hein, je connais pas le prénom, mais monsieur ou madame Dubois, pas mal. On n'est pas sur Customer Relationship quelque chose. Il faut toujours tenter, mais là, ça marche pas. On est sur Conversion Rate Optimization. Donc en gros, c'est l'optimisation du taux de conversion. Donc en gros, comment avoir plus de personnes qui atteignent l'objectif par rapport à ceux qui sont venus sur le site. Voilà. Donc en gros, plus de personnes qui achètent. Beh, on est bourré d'acronymes et d'abréviations, de franglish en marketing digital. On a, je sais pas, plus de 250 termes qu'on utilise, dont celui-ci. Alors, il y a Web+M qui me dit: «C'est quoi le ROI?» ou du moins qui pose la question du ROI. Est-ce que c'est la même chose? J'imagine que c'est votre question sous-jacente. Non, ça n'est pas la même chose. Puisque le ROI, c'est par rapport à ce que j'ai investi, une fois que je me suis remboursée, combien de fois j'ai gagné ce que j'avais investi? Si je traduis le ROI, c'est ça. En gros, c'est la rentabilité qu'on va mesurer. Mais attention, en marketing digital, le ROI,
c'est plutôt le ROAS qu'on va prendre, c'est-à-dire le retour sur les dépenses publicitaires. Oui, pardon, merci Xavier. Le ROI, c'est le retour sur investissement, donc c'est pour ça que je parlais de rentabilité. Mais pour le coup, c'est différent du CRO, parce que là, on est sur augmenter le nombre de personnes qui atteignent l'objectif, c'est-à-dire la vente. Alors que là, le ROI, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai investi, combien j'ai gagné. Vous voyez? C'est une histoire de marge, de coût, de revenus. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le ROI version marketing digital, ce qu'on appelle le ROAS, pour le coup, on va être en fait sur uniquement, et c'est là où ça peut être trompeur, les dépenses publicitaires. Donc, ça n'est pas un indicateur de performance. Voilà. Bon, j'avance, parce que sinon je pourrais rentrer dans plein de détails. Du coup, hop, quatrième point, mesurer la performance, bien évidemment. Ah, il y a un petit bug du cinquième qui apparaît son cinquième chiffre, mais c'est pas grave. Donc, du coup, mesure de la performance, ça c'est essentiel, et pour ça, on va aussi embêter les développeurs. Parce que pour avoir des remontées statistiques sur la performance de nos campagnes, la performance du site, ben, on aura besoin des pages, vous savez, des parcours utilisateurs, combien de temps les gens passent sur une page, sur quelle page ils vont, où est-ce qu'on les perd, d'où viennent les gens, est-ce que nos campagnes étaient efficaces. Toutes ces questions-là, on y répond avec un outil d'analytics. Et justement, pour ça, il faut un plan de tagage, en gros, un document qui dit où mettre les bouts de code qui font que les stats remontent dans les outils. Et aujourd'hui, quand on parle d'outils, pendant longtemps, il n'y avait pas de doute, c'était Google Analytics. Aujourd'hui, il y a un vrai débat. Et donc, ça va générer un... Alors, de retour, est-ce que tout le monde m'entend à nouveau? Petit bug technique, c'est la première, forcément, ça devait arriver, ça devait m'arriver. Tout le monde m'entend, c'est bon? N'hésitez pas à mettre des petits messages dans le Discord pour que je puisse voir. Alors, super, merci. Hop, super. Ok, donc on continue. Je parlais de la mesure de la performance, donc, et je vous disais qu'aujourd'hui, le grand défi qui va embêter tous les développeurs, c'est justement le tracking, c'est-à-dire le fait de mettre des petits bouts de code sur les pages du site, des sites internet, puisque tous les sites vont peut-être être amenés à faire un choix. C'est-à-dire soit elles doivent continuer sur Google Analytics en passant sur une nouvelle version qu'on appelle GA4, ou alors passer sur Matomo, un autre outil de tracking de la performance des campagnes et du site, ou passer sur AT Internet. Mais là, c'est un outil payant. Donc, on n'a pas encore l'issue de ce grand débat. C'est dû à des changements en gros, de réglementation européenne, vous savez, tout ce qui est RGPD, mais aussi dû à un changement de version de Google Analytics qui a fait fuir un peu tous les utilisateurs. Donc, on verra un peu comment ça va se solder, mais ça se soldera en tout cas, à mon avis, à l'été, puisque c'est cet été que Google va décider de tout basculer sur sa nouvelle version qui est détestée par tout le monde. Donc, on verra bien combien d'utilisateurs resteront sur Google. Mais bon, en tout cas, ça va forcément générer du travail pour
Voilà, les personnes qui sont sur le développement web. Hop, alors, je reviens sur la présentation. Donc, autre point, donc atteindre le CAC. Alors, je fais encore un petit test. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CAC? Je demande peut-être à Idriss, qui est en train d'écrire, ou à Westindev. Vous savez ce que c'est que le CAC ou pas du tout? Ah, alors apparemment, il y a peut-être une petite latence. Alors, bon, il y a une blague, il y a quelqu'un qui me répond, donc ça va, mais je crois qu'Idriss a un petit souci de connexion. Mais alors, Web plus M, pas mal, CAC 40, ouais, on n'avait pas encore fait. Non, c'est pas le CAC 40, mais on est sur le coût d'acquisition cible. En gros, combien, en termes de business, je suis prête à dépenser pour obtenir un client. Voilà. Et ça, c'est ce qui pilote vraiment l'activité e-commerce. Et donc, c'est sûr que on va vous embêter parce qu'on doit atteindre ce coût d'acquisition cible. Et pour soi, on doit mettre en œuvre différentes actions. Voilà. Mais en tout cas, ce sont les besoins du marketing digital qui peuvent toucher, en tout cas, au développement web. Après, bien sûr, en e-commerce, il y a toute l'animation d'un e-commerce où on doit aussi faire évoluer le site, l'animer et donc le modifier et donc vous embêter pour tout ça. Oui, je me doute bien que c'est de l'humour, hein, mais il en faut, ça réveille tout le monde, merci. OK, du coup, j'attaque la dernière partie, le développeur 3.0. Alors, c'est quoi le développeur dont on rêve tous en marketing digital, avec lequel on aimerait collaborer? Et c'est pas qu'en marketing digital, j'ai envie de dire même avec pour tous les entrepreneurs. Et ça peut être aussi inspirant et à réfléchir pour vous, peut-être qui allez peut-être vous orienter vers ça ou qui êtes déjà développeur. Alors, c'est qui les devs qui ont tout compris? ChatGPT, non. Primo Chris, non. ChatGPT, c'est pas mal l'IA, ça peut aider à, mais est-ce que ça remplace tout? Je suis pas entièrement d'accord. Il y a pas mal d'expériences qui sont faites sur LinkedIn en ce moment sur la question et je vous laisserai peut-être creuser la question. J'avance. Alors, moi, je parle vraiment de mon point de vue de marketeur et d'entrepreneuse. Après, les solutions techniques qui permettent de le faire, ça, c'est votre défi. Mais donc, du coup, concrètement, des bases de SEO. Vous vous en doutez, je vous embêtais avec ça tout à l'heure en parlant du référencement naturel. Se classer dans Google, ça restera encore et toujours la priorité. Et c'est vrai que souvent, les premières erreurs de référencement naturel sont faites par les choix techniques ou le paramétrage, par exemple, des développeurs sur un site, hein. Je vais prendre un exemple très concret. Récemment, on a lancé un site. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais on s'est retrouvé avec une page d'accueil avec 40 H3 et 0 H1, sachant que H1, c'est obligatoire dans une page et que normalement, on est censé avoir une hiérarchisation un peu comme dans Word, des balises HN. Donc, c'est un truc de débutant, si vous voulez, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, on est vraiment sur... Audrey est choquée, forcément. C'est son sujet, le SEO. Mais en tout cas, voilà, d'ailleurs, c'était... voilà. Ça a été un peu une expérience qui a été, voilà, pas très plaisante et pourtant, l'agence avait dit: «Oui, oui, SEO friendly», comme d'hab, quoi. Sauf que manque de peau, ils sont tombés sur des gens du métier et il y avait pas mal de bêtises. OK. Ensuite, les bases du UX, bien évidemment, puisqu'il y a pas toujours un UX à bord et peut-être que des fois, vous devez avoir la multicasquette et la multicasquette chez vous, c'est aussi, de pouvoir vous assurer que ce que vous construisez est fonctionnel, certes, mais aussi optimisé pour le parcours utilisateur. Donc c'est vrai qu'un dev qui a tout compris, il maîtrise, en tout cas sur la partie qui lui concerne, le SEO, sur la partie technique surtout. Parce que la partie à la limite, backlink et cetera, vous êtes moins impliqué sur ces parties-là, c'est plutôt les experts SEO. Mais en tout cas sur l'UX et le SEO, c'est important d'avoir ces bases-là. Après, bien sûr, des bases de tracking analytics, parce que je me suis retrouvée dans une aventure, si vous voulez, sur, comment dire, sur Citroën à l'époque, il y a 10 ans déjà, où on devait mettre en œuvre une opération de tracking avec de l'A/B testing. Vous savez, c'est quand on teste plusieurs versions pour savoir quelle est celle qui marche le mieux, où au final, aucune des personnes, aucun des devs de la DSI n'avait jamais mis en place d'A/B testing et de tracking A/B testing. Et donc, personne ne savait comment mettre les codes. Ça a été un cauchemar. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des bases aussi sur le tracking en tant que développeur. Ça aide beaucoup sur les projets et ça peut vraiment vous différencier. Alors, il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est: «Est-ce que vous êtes tenu à l'impossible?» Pour moi, oui. Parce que par définition et par expérience maintenant, pour avoir géré pas mal de projets, même si je ne suis pas développeuse, j'ai travaillé avec des développeurs qui étaient vraiment, comment dire, des as. Et il y en a un qui m'a dit une phrase que j'ai bien retenue, aux grandes dames des développeurs qui ont suivi sur les projets que j'ai eu à organiser. En fait, tout simplement, à chaque fois que j'essayais de réfléchir à quelque chose, je me disais: «Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable?» Et à chaque fois, il me disait: «C'est pas à toi de te poser cette question-là. Tout est possible
à moi de trouver la solution. Et franchement, avoir bossé avec lui, ça a changé ma vision du dev et ma vie tout court. Puisque c'est vrai que si on peut réfléchir sans barrière et qu'en face, vous arrivez à dépasser les barrières techniques pour arriver à développer ce qui est le plus pertinent pour l'utilisateur, ben on a tout gagné. Donc clairement, pour moi, il y a vraiment cette évolution du dev pour arriver à, voilà, à, à tout ça. C'est vraiment voilà, ça sera vraiment un game changer concrètement pour améliorer. Je remercie pas cette personne. Je viens de comprendre le message. J'étais en train de réfléchir, mais pourquoi vous me dites ça? Bah oui, c'est sûr. Mais quand on dit tenue à l'impossible, c'est vraiment voilà, développer vos compétences au maximum pour arriver vraiment à répondre aux besoins ou alors collaborer avec les devs qui ont les compétences complémentaires. Donc voilà. Mais en tout cas, lui était assez compétent pour pouvoir répondre à tous les défis. Et c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas au démarrage de carrière, mais c'est important d'être très curieux et de pas s'arrêter au dev uniquement. Même si je sais que c'est déjà une grosse famille de compétences et de métiers, c'est important d'être un peu ouvert, hein. Moi, par exemple, j'ai fait une petite formation de développement web. Bien sûr, je ne suis surtout pas développeuse aujourd'hui, mais j'ai fait une petite formation de développement web qui me permet de mieux échanger avec les développeurs, de mieux me faire comprendre, de mieux comprendre ce qu'on me raconte. Et donc, quand vous faites la blague, par exemple, de la tâche Chrome, je sais de quoi vous parlez. Voilà. Ça évite que je vous dise quoi? De quoi vous parlez? Il y a une petite erreur d'orthographe? Non, non, c'est voilà, ça me parle quand même. Donc, continuons. Force de proposition aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure d'automatisation. Du coup, c'est vrai que vous n'êtes pas simplement des exécutants normalement. Vous avez une vision. Vous avez d'ailleurs une vision parfois plus pertinente que la nôtre en termes de fonctionnement, vous voyez, il y a plein d'aspects techniques qu'on doit prendre en compte. Et souvent, ce qu'on regrette dans les projets, là je parle en tant qu'entrepreneuse, c'est justement ce côté un peu, je vais peut-être faire une comparaison très bizarre, mais qui me vient en tête. Vous savez, c'est comme les docteurs généralistes. Il y en a, on vient chez eux, ils servent pas à grand chose, ils nous mettent des ordonnances, ils font ce qu'on leur demande. Et du coup, on n'est pas forcément guéri. Et puis, si on a vraiment quelque chose, ils n'ont pas vraiment cherché. Et puis, il y a ceux qui vont vraiment chercher et vont aller au-delà des petites plaintes qu'on a eues. Et si vous voulez pas nous donner tout ce qu'on veut, mais au moins vont vraiment chercher, vous trouver des solutions. Ils sont rares, hein, ça je vous l'accorde. Mais pour le coup, oui, cela coûte cher, mais on préfère payer le prix et qu'au moins ça marche derrière, vous voyez, et qu'on ait un projet qui soit plus efficace et qui permette de passer devant la concurrence. Et donc, du coup, je fais cette comparaison avec le généraliste, mais c'est un peu ça. On ne veut pas des généralistes qui nous font les ordonnances de ce qu'on a demandé. Idéalement, on veut un collaborateur dans le projet qui va avoir des inputs, des insights, excuse-moi pour tout le franglish ou tout l'anglais, mais en tout cas qui va collaborer, qui va être force de proposition pour encore aller plus loin. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important de vous dire que vous pouvez être aussi force de proposition sur les projets. Et je vais même aller plus loin. Donc, en gros, un développeur lambda, c'est OK, je fais du développement web, et encore, il y a plein de développements possibles, hein. Je sais que c'est pas que du web, il y a aussi d'autres types de développement, en tout cas de tout ce qui est métier autour du code. Mais en tout cas, sur la partie qui me concerne, voilà. Et puis après, ce serait bien de rajouter une petite casquette, vous voyez, inventivité pour être force de proposition, parce que voilà, pour moi, un développeur, il a encore une vision plus utile, puisqu'il est dans tout ce qui est possible, là où nous, parfois, on peut penser avec des barrières. Et puis, après, bien sûr, il faut aussi s'intéresser au marketing digital. Je vous dis pas d'être des pros, même moi, après 17 ans, je ne suis pas une pro en tout. On ne peut pas être pro de 30 métiers, et puis surtout quand on est déjà d'une autre famille de métiers. Donc ça a été ma conclusion aussi quand j'ai fait du développement web. Ça a été une belle découverte, hein, mais je me suis dit, oula, j'ai déjà une famille de métiers, j'ai déjà mon métier, je vais déjà m'arrêter là. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Dès que je peux, j'essaie de comprendre, d'aller plus loin, mais je ne fais pas, si vous voulez, cette scission en disant, hop, non, c'est pas ma famille de métier, ça m'intéresse pas, je m'y intéresse pas. Dès que je peux, j'essaie de comprendre pour être plus pertinent dans mes propositions, dans mes échanges. Et c'est un peu ce qu'on attend quelque part aujourd'hui des profils, c'est-à-dire d'aller trouver des profils à la croisée du développement web et du marketing digital. Et c'est un peu la définition, si on va dans le vrai fond de la définition, du growth hacking quelque part. C'est soit un marketeur qui a glissé vers le développement web et qui du coup est beaucoup plus efficace que la plupart des marketeurs digitaux, ou alors c'est un développeur qui a glissé un peu vers le marketing digital, vous voyez. Mais c'est à la croisée de ces métiers, pour moi, qu'on trouve vraiment la compétence clé et les profils qui font la différence aujourd'hui sur les projets de demain. Voilà. Et d'aujourd'hui, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a déjà des profils comme ça sur le marché, même s'ils sont très 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 rares, et pour autant, c'est ce qui fait la différence. J'espère que tout ce que je vous ai raconté était utile, que je n'ai endormi personne, puisqu'il était tôt chez vous, hein. Donc c'est voilà. J'espère que voilà, vous avez pu peut-être apprendre quelques petites choses. Ça a pu vous donner envie de creuser, peut-être plus loin, sur certains sujets, sur le marketing digital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a encore, quelques minutes pour y répondre, donc n'hésitez pas.
Je peux y répondre puisque je les vois en direct. Hem, ah beh, alors là, pour vous dire, même en 17 ans, j'en apprends tous les jours en marketing digital, hein. Je crois même que j'en ai marre parce que ça évolue à une vitesse. Encore il y a pas longtemps, j'ai vu ce que le métaverse allait générer dans nos métiers. On commence à nous dire: «Ben non, maintenant on parle plus de D2», vous savez B2, B2B, B2C, où, voilà, il y a plusieurs modèles qui existent, mais là, on nous parle carrément de D2A, Direct to Avatar. Donc, il y a encore un monde qui est en train de se créer, de se développer, et donc plein de vocabulaire et plein de choses. Alors, il y a Sandy qui me demande si je fais uniquement de la formation ou du consulting. Bah, moi, à la base, j'ai été 7 ans dans le marketing digital en tant que salariée. Ensuite, j'ai claqué la porte du salariat parce que j'ai jamais voulu être salariée, donc c'est du salariat forcé et donc j'ai créé des boîtes. Donc depuis 10 ans, je suis à mon compte. J'ai fait du consulting au démarrage, mais j'ai une sainte horreur du consulting parce que, bah, le client change toujours d'avis et puis on passe notre temps à essayer de développer les rêves des gens et c'est pas forcément, alors c'est super, hein, d'être faiseur de rêves, mais c'est surtout très chiant, parlons franchement. Désolée, je suis un peu crue des fois. Donc moi, personnellement, c'est vrai que je m'éclate plutôt dans l'entrepreneuriat, dans la création de boîtes. Donc j'ai choisi mon camp depuis longtemps, j'en ai déjà 2 et voilà, je compte en créer d'autres et c'est là-dedans que je m'éclate. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis très souvent, en tout cas, sur des projets e-commerce, des projets de voilà, différentes choses. Stéphane, OK, pas de souci. Pensez aux balises HN pour moi, merci. À chaque fois que vous voyez une balise HN, pensez à bien la hiérarchiser. C'est super. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas, un bon salon pour la suite. Il y a pas mal de belles conférences qui vont arriver. Alors je presse pour ma famille de métier bien sûr, hein, pour un peu ma paroisse, mais il y aura des conférences notamment sur le SEO. Notamment, il y aura une conférence aujourd'hui en fin de journée, sur le SEO qui est organisée par, du moins qui va être, animée par Xavier et par Audrey. Et puis, il y aura une conférence vraiment dédiée au SEO, parce que celle de cette fin de journée de mémoire, c'est plutôt orienté pour WordPress. Mais il y aura aussi une conférence vraiment dédiée au SEO par Audrey. Donc, je vous invite à regarder le programme et à ne pas la rater, parce que ben voilà, ça parlera de tout ce dont je vous ai parlé, mais plus en détail sur cette verticale, ce métier, cette expertise du référencement naturel. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un très bon salon, une bonne journée et voilà, pour ceux qui souhaitent échanger avec moi, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, je suis très accessible et très réactive. Voilà. Merci à tous. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, merci Eric en tout cas, et puis bon salon, pour la suite des conférences.